Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pump, l'émission où l'on parle de fitness, de santé, de nutrition, mais surtout de sport de force et de performance. On se rend compte que c'est la reprise, on est un petit peu dans le gaz, on n'avait même pas branché le micro de Victor. C'est carré. Je pense que c'est pas ça. T'entends là ? Ouais, c'est tout bon. Excusez-nous pour cette petite erreur. Du coup, j'en profite pour introduire mes invités. Je reçois aujourd'hui toute l'équipe d'MVT. Ça fait plaisir, le grand retour. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu toute l'équipe d'MVT sur le podcast. Donc je suis accompagné de Victor et de Trésor. Toujours. Hein. Toujours. Comment allez-vous les gars ? Ça va en forme. Ça va aussi. Sous reprise. Hein. Ouais, c'est ça, j'allais dire, c'est quoi les petites actualités perso là en ce moment, ça dit quoi ? Entraînement, études, je sais pas, même Ouais, c'est ça. avenir professionnel même ? Non, mais t'as raison. Hein. Donc, moi, pour ma part, voilà, c'est la reprise. Je suis coach diplômé, c'est carré. Bravo à toi. Hein. Dans l'équipe MVT, ça fait plaisir. Excellent. Là, on commence un peu la profession tranquillement et toujours les entraînements au top. Ok, Ouais, ok. Toujours street, bien sûr. Street lifting ? Ouais, toujours. C'est fort. Excellent. Et moi, du coup, là, on a presque fini du coup le cursus en bachelor. Sinon, toujours coach. J'ai toujours des suivis actuellement sur l'activité pro. Et sinon, sur les entraînements, moi, j'ai un petit peu modifié certaines choses parce que j'étais vraiment focus street lifting. Là, du coup, je reprends un petit peu les figures, le statique et plus de set and rep. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu travailles en statique ? One arm, pull-up, ouais. la straddle, planche et le front, toujours. Ah ouais, Et ok. c'est les trois que je veux, donc voilà. Ok. Et handstand, t'entretiens ou tu continues à chercher à progresser dessus ? J'entretiens plus. Après, j'ai quand même une grosse fréquence que je le fais à chaque début d'entraînement. Mais c'est plus de l'entretien. Mais c'est vrai que l'objectif des 1 minute reste quand même toujours dans ma ligne de mire. Après, c'est vrai que si je peux essayer d'étaler sur de la handstand push-up, etc., donc je le ferai. Mais pour l'instant, on peut pas trop s'éparpiller non plus. Donc. Ouais, c'est ça, malheureusement. Il y a plein de choses sur lesquelles on aimerait progresser, mais pour avancer correctement, des fois, il vaut mieux discriminer. Toi, Victor, c'est quoi les petits objectifs en ce moment, du coup, avec le street lifting ? Avec le street, déjà là, au mois de septembre, donc pour ma part, moi je suis parti en vacances et tout au mois d'août, donc là on est sur une petite reprise. Voilà, ça fait quand même un mois en vrai que j'ai repris. Et là, il faut aller chercher des perfs, hein, notamment, il faudra aller chercher une petite 70 aux tractions. Muscle up, j'aimerais bien refaire un beau MU à 15 kg. Ouais, parce que t'avais validé 15 kilos. Ouais, mais Je me souviens plus trop du passage, j'avoue, la vidéo. C'était Ça pas allait. satisfaisant. Vous pouvez retrouver sur Insta, mais ouais, c'était pas si satisfaisant que ça Ok. au niveau de la propreté du mouvement. Après, dips, aller chercher, refaire une petite 110 et pourquoi pas aller chercher en décembre une 115-120, ce serait intéressant. Et squat, essayer de retrouver un bon gros squat à 210 kg, voire plus aussi. Donc là, on va essayer de rechercher mon total, tout simplement. Ok. Ouais, la bonne reprise, quoi. C'est ça exactement. Ouais, c'est bien ça. Petite compétition ou pas ? On aimerait, hein. Mais En fait, il n'y a pas assez d'échéances sur l'année pour que ça tombe bien en termes de préparation, donc c'est compliqué de s'organiser. c'est ça exactement. Il y en a, mais peut-être pas à proximité, on va dire. Ouais, c'est ça. En plus, faut se déplacer loin. Là, la prochaine échéance, c'est en octobre. Ça, c'est à Nantes. Ouais, à Nantes. Si on s'organise pas bien, on prend cher sur les tarifs de c'est voyage ça. et tout. Parce que nous, on vient de Lille de base, donc En plus, c'est sur le week-end, il me semble. Donc, je sais pas quand les différentes KT passent. Ouais. Ça complique un peu l'organisation parce que si on veut pas forcément faire tout le week-end, on sait pas quand passer. Donc, pour les réservations, c'est un peu galère. Mais au moins, il y a des choses qui se lancent. Après, il faut voir plus à l'échelle de la région. ouais, ce serait bien que FNSL Hauts-de-France mette en place des petites compètes. Ouais, ou MVT, des petites assos. Ouais, ou MVT. Tout simplement. MVT. C'est vrai. En vrai, il y a pas mal de gens du street qui nous suivent. Donc, si jamais vous pensez qu'il y a moyen qu'on fasse une compétition, vous seriez chaud de venir, etc. Nous, on aurait une idée. Ouais. Organiser un truc comme ça parce qu'il y a moyen de
faire des partenariats avec des salles qui pourraient accueillir et d'organiser un truc propre. Bon, malheureusement, enfin nous, ce qui nous embête avec ça, c'est que si on organise, en général, il y a peu de chances qu'on puisse participer. Il faudrait que ce soit très très bien organisé, et puis ça demande, une compétition comme ça demande quand même beaucoup de bénévoles. Donc ça se prépare. Mais c'est une idée qu'on a en tête, et puis si ça peut se faire en 2025, là, ce serait quand même énervé. Et toi, Max, on t'a pas demandé les entraînements, tout ça? Alors moi j'ai fait traîner une douleur à l'épaule, et ça m'a empêché de m'entraîner sur le jeté. Donc j'ai un peu laissé passer l'haltéro, pas l'arracher, mais l'haltéro en général. Je le laissais passer, donc là je reprends. Je reprends avec des bonnes perfs, des bonnes sensations, beaucoup de plaisir, donc ça c'est bien. C'est le principal. Et je me force aussi à taffer le squat, parce que c'est ça qui me limite dans ma progression d'haltéro. Je suis un peu une chèvre sur le squat, j'aime pas taffer ça, donc je suis toujours à 140 kg depuis, ça va faire 3-4 ans que j'ai 140 kg. Ça serait peut-être temps de se bouger. mais comme j'épaule 120 sans trop de mal, quoi. C'est sur le jeté que je manque de jus, de technique. Mais en fait, j'ai l'impression que ça me limite pas. Donc, bon. J'avoue, je repousse. Mais là, je reprends un petit rythme avec sans forcément trop d'intensité, beaucoup de fréquence. Je me force à taffer ça. Et puis, j'ajusterai au fur et à mesure de la saison, parce qu'il y a quand même beaucoup de compétitions qui arrivent. Là, en haltéro, le calendrier, il est pas mal chargé. En vrai, en haltéro, si vous voulez faire des compètes tous les week-ends, vous pouvez presque, quoi. Ça, Donc, c'est trop bien, ça. ouais, c'est cool. En plus, c'est pas des mouvements que de force. Hein. Ça crame si on va chercher à chaque fois le meilleur total qu'on veut. Mais on peut faire des compétitions, prendre du plaisir sans forcément aller chercher des perfs qui nous fatiguent beaucoup. Donc ça, j'avoue, par rapport aux vraies disciplines de force. Par rapport aux disciplines de force où c'est que de la force max et peu d'aspect puissance, je dirais, comme l'haltéro. Là, ouais, c'est l'avantage. On peut en récupérer, on peut continuer à s'entraîner à côté. C'est toujours lourd. Donc, ouais, on va essayer de préparer peut-être une petite compète encore. J'ai pas beaucoup communiqué dessus, mais j'ai déjà fait une compète l'année dernière. Donc, on va essayer de s'y remettre. Et sinon, ouais, toute l'année, moi, je vais accompagner le club d'haltéro de Lille pour coacher, pour filmer, partager un peu ce qui se passe, parce que il y a du challenge qui va se passer. Okay. Voilà pour le programme de l'année. C'est fort. Je pense que vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, on va parler de muscle up. Alors, des petites actualités intéressantes en plus, ça tombe bien. On a déjà fait un épisode sur le muscle up il y a 1 an et demi peut-être. C'était dans la saison 1. Donc si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller voir. On s'est rendu compte en fait que c'est un mouvement qui intéressait beaucoup. Ouais. Puis nous aussi, ça fait partie. C'est le mouvement qui nous unit tous les trois, où on aime tous les trois vraiment le bosser quand on s'entraîne ensemble, progresser dessus, comprendre en fait. Puis c'est emblématique en vrai, je trouve. C'est le mouvement qui définit vraiment le street lifting. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est cette particularité-là. Ouais. Ouais, c'est vrai que dans le street lifting, en fait, le reste, c'est des mouvements de muscu, quoi, en fait, relativement abordables. Enfin, peut-être pas la traction lestée qui est un peu plus compliquée, mais en tout cas, le muscle-up, c'est un gros symbole dans la discipline. Ouais, du coup, vous avez parlé un peu de vos perfs en lesté. Enfin, Victor, toi, t'as expliqué que t'avais passé 15, tu voulais les revalider proprement. Toi, Trésor, t'en es où sur ça? J'ai pas 7,5 ou 5 Non, 7,5. Ouais. Mais sinon là j'ai pas refait depuis. Je pense que je peux avoir 10, mais la forme serait peut-être un petit peu à revoir. Ouais. Mais ça dépend. Il y a des jours je pense que 10 ça passe bien, mais voilà. Ouais, c'est vrai que sur ça on est tous les trois exigeants sur la forme. À chaque fois on n'ose pas trop se mettre en avant. On a peur de passer des choses par rep. D'ailleurs il y a plein de règles dont on a forcément connaissance et qui varient selon les fédérations, qui nous poussent à être très conservateurs, en tout cas sur la manière dont on pratique. Mais le muscle-up, c'est pas seulement du lesté. Non. On l'a redécouvert un petit peu en travaillant un peu plus de volume, en travaillant des sets. En termes de reps enchaînés, je parle pas des stops, vous en êtes où? Ouais, ça... Je sais pas si on l'avait testé, mais petite estimation. Bah, je dois être à... Allez, 3-4, je pense, personnellement. Ok. En dead stop, du coup? Ouais. Ouais, je pense pareil, ouais. 3-4 dead stop du corps. Ouais, moi, si j'arrive à en faire... ouais, je faisais des séries à 2 à un moment, donc je peux passer 3, mais ça fait longtemps que je l'ai pas entraîné ce format-là, donc faudrait voir. Et ouais, parce qu'on parle dead stop, ça fait quand même une petite différence quand on n'est pas en dead stop. On n'entraîne pas trop. Mais quand on le fait, ça fait la diff.
Quand vous enchaînez, ça donne quoi? C'est-à-dire quand vous faites pas de pause entre les muscles, vous en êtes tout. Moi, je pense que je peux aller chercher peut-être 7 répétitions. Mais ce sera la 7e, elle sera compliquée. La dernière fois, on avait fait 6. Mais je pense que depuis, je me suis amélioré. Donc, je pense 7 là. Ok. Ouais, pareil, je dois être pareil dans ces alentours-là. Ok. Ouais, moi je suis toujours pareil, je suis un peu en dessous, je crois que je vais être à 5, mais encore une fois, faudrait retester. Faudrait se retester, ouais. C'est vrai qu'on n'a Ouais. pas trop fait ça. Non, moi ce que j'avais testé récemment, c'était un max rep, mais genre fort délesté à moins 35. Ah ouais? Ouais. Bah, de Ruben, c'est Ruben qui m'avait chauffé à faire ça. Un collègue qui s'entraîne à Domios Marc. C'est ça. Donc si jamais il passe par là, petit big up. Big up à Ruben. Lui, il travaille beaucoup de muscle, puis il a beaucoup de volume. C'est impressionnant les différents formats d'entraînement qu'il intègre à ses semaines. Et il avait fait un max rep à moins 25, 35, je sais plus. Moins 25, je Moins pense, et il 25, avait je crois, fait c'est 10 reps presque. Ouais. Donc, ouais, c'est une belle perf. On se dit, putain, en vrai, si on arrive à accrocher ça au poids de corps, comme ça, c'est propre. Et moi, j'avais testé à moins 35 et j'étais monté à 12. Donc, ouais, bonne sensation. En vrai, c'est cool C'est déjà pas mal, de hein. taffer des sets Ouais. comme ça. On va essayer de se rapprocher de ça pour l'entraînement poids du corps. Mais donc, si on en vient aux actualités un petit peu en lien avec le muscle up, moi j'ai envie de vous parler de 2 records du monde non officiels. Est-ce que vous savez desquels je vais parler? Aubin, Perco. Ouais. Aubin, Perco. Exactement. Absolument. boss. Donc un peu de contexte, Aubin, Perco, c'est qui? Bah, Aubin, champion du monde de streetlifting français, C'est moins de Non. 73. moins de 73, je crois. Effectivement. Ouais. Ouais. Avec un muscle up à. Il a fait 45, non? Ou plus? Je sais plus. Honnêtement, je sais plus. Sur ça, je sais plus trop. Plus de 40 en tout cas, il était Ouais. dans le club des 40. sûr. 42,5 peut-être. Ouais, c'est ça. Et Perco, streetlifter espagnol, champion du monde aussi, en moins de 87. Si je Ouais, me trompe c'est catégorie ludo. Ouais. Ouais, c'est vrai. ça. Avec un muscle up à 50 kilos, 51, je sais plus. 51. C'est vrai qu'il a passé 51 en compétition. Il me semble que c'est ça, ouais. Donc, Et là, il a fait 55 là du coup. Ouais, c'est ça. Moi, j'intégrerai la vidéo, même pour vous les gars, je peux vous montrer. Perco, Ouais, il a passé 55. Donc, C'est un pour peu- ceux qui nous écoutent seulement, on va essayer de décrire un petit peu la rep, mais sinon, on vous invite à regarder la vidéo sur YouTube. Qu'est-ce que vous en pensez de sa rep à 55? À 52,5, pardon. Parce que sa rep à 55, il elle est dit qu'elle limite. n'est pas valide. Ouais. Ouais. On pourra vous la montrer aussi. Mais là, il a passé une rep à 52,5, donc 1,5 kg au-dessus du record du monde. Son record du monde. Jamais personne n'a fait plus. Qu'est-ce que vous en pensez là? Déjà, c'est impressionnant. Honnêtement, tirer 55 comme ça, 52,5 aussi rapidement, faut avoir des grosses capacités physiques. Et après, des gens remarquent que lui aussi, physiquement, lui, il est très balèze. Ouais, il est épais en fait. Je sais pas quelle taille il fait, Ouais. mais là, il explique qu'il est autour de 90 kg de poids de corps. Ouais. Alors, on aime bien dire que le muscle up, c'est pas pour les gens lourds, mais enfin, lui, il fait un peu mentir. Exactement. Il fait un peu mentir ça. Ouais. Donc, on peut plus se cacher derrière cette excuse-là. Ouais, c'est 87. C'est du coup la KT qui perf le plus au muscle up. 93, ils sont un peu plus loin, il me semble. Ouais, c'est un peu plus Ouais. en dessous. Ouais. Et ouais, et puis après, il y a un gros gap aussi parce que Aubin, qui est à 73 kg de poids de corps en compétition, en tout cas, il a passé récemment 47,5. Donc, ouais, je vais vous montrer aussi, les gars. C'est intéressant, on va pouvoir comparer un petit peu pour savoir ce que vous en pensez. Ouais. Là, du coup, c'était un passage, une chauffe. Ouais, il chauffait encore à 41,5, il bougeait comme s'il était à vide. Pas de problème. C'est n'importe quoi. Et voilà, son record du monde non officiel à 47,5. Vous en pensez quoi de cette répétition? Bah, moi, ce qui m'impressionne en vrai, c'est le peu de dynamique de vitesse. Et je trouve que le point commun entre les deux muscle-up, c'est vraiment beaucoup de verticalité en soi. Ouais. Donc ils sont vraiment presque alignés avec la barre. Et on a l'impression que ça leur facilite un petit peu la phase transitoire, là, le fait de s'enrouler un petit peu vers l'avant. Ouais. Du coup, je trouve ça intéressant parce que c'est vrai qu'il y en a qui prônent beaucoup la dynamique de vitesse avec Beaucoup de quand même balanciers. Ouais. beaucoup de balanciers. Et là, on remarque Et, C'est différent. et je trouve aussi qu'au niveau de leur transition, donc c'est le moment où on passe au-dessus de la barre pour faire la dips, il est très rapide. ouais, bien sûr. Il est très rapide, ils perdent peu de temps sur le mouvement de transition. Il y a beaucoup de vitesse sur ce passage-là, Ouais. ce qui les amène vite au-dessus de la barre. Après, moi, je dirais la petite différence, c'est Aubin, il
il utilise un petit peu plus d'extension thoracique pour je dirais, maximiser sa flexion d'épaule, alors que Perco, il est plus en position de Il est en holo. holo, exactement. Donc, c'est différent. En moi, la petite différence que je voulais souligner quand même, et qui me fait plus apprécier la rep d'Aubin que de Perco, c'est qu'Aubin, il est en dead stop. Ouais. Alors ça, C'est vrai. je sais pas si c'est dans les standards de compétition pour toutes les fédérations. Je pense pas. Il me semble qu'à Final Rep, c'était pas nécessaire, Non. et beaucoup de gens en jouaient. Mais il y a vraiment une grosse différence entre le dead stop et le direct, comme ça, Ouais, c'est sûr. comme peut le faire Perco et d'autres athlètes. C'est sûr. Donc pour moi, c'est une vraie démonstration de force et de contrôle, et on se rend mieux compte de l'absence de balancier chez Aubin du coup. Ouais. Même si Perco prend peu d'élan, il est en holo et il pousse quand même bien ses plaques devant la roue. C'est l'autre question que je devais vous poser. En plus, Victor l'a testé tout récemment. Qu'est-ce que vous en pensez de ce placement de poids? Alors pour décrire à ceux qui nous écoutent seulement, au muscle up, on a l'habitude de voir les gens mettre le poids entre les jambes comme on peut le faire aux tractions ou aux dips. Là, ce qui commence à être fait, c'est de mettre les plaques dans le plan frontal, donc qui repose sur les tibias et pas juste entre les pieds. Pourquoi ils font ça? Qu'est-ce que vous en pensez en fait? Moi, je dirais ça permet, à mon avis, d'optimiser un petit peu la flexion de hanche, parce que ça permet d'avoir un feedback direct en termes de charge externe. Donc je pense que au niveau de la propreté du mouvement, ça l'optimise quand même pas mal. Et du coup, ça permet justement d'avoir peut-être une flexion de hanche qui est un peu moins marquée aux yeux des gens, mais qui est quand même optimisée pour le mouvement. Et en même temps, ça permet de bien stabiliser aussi la charge externe. Parce que c'est vrai que quand on doit créer l'adduction, parfois ça peut être compliqué si on pense beaucoup au tirage et qu'on est sur un PR, de maintenir justement les poids au niveau des pieds. Et parfois, ça peut créer peut-être un peu d'instabilité. Donc je pense que c'est pour ces raisons-là. Ouais. C'est la nouvelle méta? J'ai l'impression. C'est comme ça qu'il faut faire son muscle up? Moi, je l'ai pas testé. Je l'ai pas testé, mais peut-être. Il me semble que c'est pas les deux seuls athlètes à tirer comme ça. Je sais que Everyday Training, des mecs comme ça. Ah, il s'y est mis? Ouais. Ok. Donc, Est-ce que Ashura il tirait pas comme ça aussi à Final Rep? Je sais plus. Ashura, je sais plus. Peut-être. Mais il y en a de plus en plus, ouais. En tout cas, Aubin tirait pas comme ça jusqu'à maintenant, et là, depuis quelques semaines, on le voit s'entraîner avec ce placement-là de plaques. Le résultat est pas instantané du coup, parce que ça fait pas plus 10 sur le muscle up, mais là, ça lui permet de passer quand même 47,5 avec pas mal d'aisance quand même. Enfin, je sais pas s'il pense avoir 50, mais c'est quand même très très solide. Franchement, c'est abusé. C'est solide. En fait, on sent qu'il ralentit quand même pas mal à l'approche de son passage de coude, mais le passage des coudes est très, très affirmé. Et il n'y a pas de doute en fait sur la qualité de la rep, sur le fait que ça soit valide en compétition. C'est un peu le problème aussi, c'est qu'on ne sait pas ce qui est toléré ou pas. Ouais. Quand on lit les livres des règles, ils disent que keeping, kicking, l'utilisation du pelvis, etc., ça peut être sanctionné, mais ça dépend pas mal des arbitres, j'ai l'impression. Il faudrait qu'on demande à des arbitres officiels, qui encadrent des compétitions, comment eux jugent ça. Ouais. Mais donc les reps sont plutôt proches. C'est vrai que on les voit peu se balancer. On a le même placement de plaque, juste que Perco il utilise beaucoup plus le holo. On a l'impression qu'il y a quand même un beaucoup plus gros engagement des jambes par rapport à Aubin. Ouais. Et Perco plonge un peu plus au-dessus de la barre, je trouve. Peut-être c'est l'angle de la vidéo qui fait dire ça. En tout cas, intéressant. Je trouve ce qui est important aussi, c'est parce qu'on a tendance à dire quand même que Aubin tire assez tôt, mais en fait, je trouve que son tirage finalement est optimisé de sorte à ce qu'il ait beaucoup de verticalité sur son départ. Donc en fait, dans ce contexte-là, le tirage un peu plus prématuré, il est moins problématique parce qu'il est très vertical. En fait, il est presque aligné avec la barre, donc ça va pas forcément impacter sa phase transitoire. Parce qu'il y a des gens qui se disent ok, peut-être qu'il faut tirer plus tôt, mais pour moi ça dépend vraiment de la dynamique de vitesse, parce que si on a un gros balancier et que finalement on a beaucoup d'horizontalité, le tirage devrait être beaucoup plus long si on tire plus tôt, parce qu'on va forcément se pencher beaucoup plus, et du coup finalement la phase transitoire sera beaucoup plus complexe en soi. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de pas amener une pensée un peu réductionniste, parce qu'en soi c'est pas forcément évident. Donc
C'était peut-être un petit Ouais, peu c'est ça. En fait, le timing du tirage, il doit être relatif au placement sous la barre C'est plus ça. qu'à l'amplitude de mouvement. C'est exactement ça. Parce qu'effectivement, si on se balance beaucoup et qu'on tire aussitôt qu'au bain, on va se retrouver sous la barre au tirage. On va avoir du mal à passer, alors que là, au bain, il est tout le temps en dessous de la barre presque. C'est ça. C'est Vu pour qu'il a ça. peu de balancier. Ouais. Donc, ouais, intéressant de mettre cette nuance-là. Ouais, c'est pour ça, si on doit conseiller des gens, c'est compliqué, il y a beaucoup de nuances à mettre. Ouais. Et nous, on aimerait bien d'ailleurs aider des gens, faire des séances avec des gens qui n'auraient pas le muscle-up et essayer de voir avec eux les soucis que leur technique pose, comment les aider, Ouais. comment on pourrait passer ce cap-là. Parce que normalement, avec pas mal d'élastique, si on trouve la technique, les bons placements, on est délesté, c'est bon, c'est suffisant. Ouais, c'est beaucoup C'est de sûr. technique après, ouais, c'est ça. Donc ouais, c'est une affaire de placement. C'est vraiment ça. Après, faut pas oublier que ces gars-là aussi, ils ont des gros tirages. Hein. Ils ont Ouais, ouais. des grosses PU à plus de 100 kilos, je crois, les deux. Ouais, mais tu vois, tu prends par exemple Théo, il a un gros tirage, il a pas forcément un aussi gros muscle-up. Tu vois, eux, ils arrivent à beaucoup mieux transférer en fait, Ouais. finalement, sur ce pattern-là, leur potentiel de force Ouais. sur le tirage. Donc vrai. c'est pas aussi évident en soi. Ouais, c'est compliqué. Il faudrait évaluer un petit peu la manière dont eux tirent, parce que on avait un exemple qui est de la région là, qui s'appelle Rémi, qui a 30 kg au muscle-up pour une KT proche de celle de Perco et 65 aux tractions. Ouais. Donc là, c'est complètement déséquilibré. Tu vois, ça a plus aucun sens. Ouais. Donc au muscle-up, il y a vraiment un aspect technique qui prédomine plus que sur la force de tirage. Après, effectivement, ce qui finit par limiter, c'est la force de tirage. Bien sûr. Mais il faut voir jusqu'où on arrive à utiliser notre force de tirage de base, celle qu'on observe aux tractions, pour tirer suffisamment haut ou suffisamment vite afin de passer les coudes au muscle-up. Et encore une fois, ça revient un peu au débat qu'on avait eu et ça dépend du muscle-up. Mais parce que là, je vois qu'il y a Magine. Ça dépend aussi du pourcentage sur l'amplitude complète de tirage que tu vas devoir effectuer. Parce que finalement, Magine, comme il a entre guillemets peu de phases transitoires, il se repose énormément sur la hauteur de tirage. Donc sur un même pattern, il va utiliser beaucoup plus son tirage que sa poussée. Après là, c'est peut-être un peu moins marquant. Mais, Ouais, non, c'est pas le bon exemple. mais généralement, c'est un peu plus compliqué. Donc ceux qui arrivent à vraiment maximiser finalement la phase transitoire, en vrai, la répartition elle est un petit peu plus homogène. Et c'est ça qui est aussi important. Et c'est aussi une des problématiques que moi j'avais sur mon muscle-up. C'est que je me reposais beaucoup sur le ton tirage que sur la poussée. Ouais, et toi, Victor, aussi, tu Ouais, commences à faire ça. En fait, ce qu'on observe chez ce profil de tireur, en fait, c'est des gens qui tirent très longtemps, qui ne cherchent pas à passer les coudes, qui cherchent juste un maximum de hauteur. Et souvent, c'est des gens qui tournent pas les poignets. Ouais. On les voit tourner les poignets très tard sur leur muscle-up. Ouais. Et donc, ouais, ce que Trésor explique, c'est que ces gens-là se reposent beaucoup trop sur leur tirage et moins sur leur dips, ou sur leur mobilité, leur capacité à produire de la force en position de transition. Et ça, en fait, c'est limitant, finalement. Ouais, c'est ça. C'est limitant. Et là, ce qu'on observe chez Perco et Aubin, qui sont les deux plus gros performeurs au muscle-up, c'est qu'ils cherchent quand même et à utiliser bien leur tirage, mais surtout La poussée. à passer le plus vite possible en dips, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est vrai. Donc il y a quelque chose à creuser sur ça. Après, Magine, il est pas mauvais non plus. C'est vraiment des suppositions. On aime bien ce mouvement, on observe beaucoup d'athlètes, on essaie de comprendre un peu ce qui limite les gens. Là, Magine, il tourne pas les poignets. Non. Et si tu tournes pas les poignets, ça veut dire que tu tires quand même très longtemps. Ouais. Même si avec un bon strong grip, on est capable de pousser un petit peu en position de flexion de poignet. Extension de poignet, pardon. On pense que c'est le facteur limitant de ce type d'athlète. Et nous, en tout cas, on essaye de travailler ça. Alors, c'est intéressant, du coup, vous pensez que c'est plus intéressant d'aller chercher la dips, mais est-ce que vous avez trouvé des moyens de modifier votre muscle-up, modifier votre approche du muscle-up, ou en tout cas changer la position pour forcer cette transition, avoir un passage de coup de tête un peu plus tôt, forcer le passage des poignets? Est-ce que vous avez des outils pour travailler ça? Moi, ça a été vraiment sur la rotation de poignet finalement. C'était beaucoup sur la IPU
mais vraiment spécifique au muscle-up, c'est-à-dire vraiment pas uniquement avoir le pattern de dynamique de vitesse et juste essayer d'amener au niveau de la poitrine. C'était vraiment essayer de faire le muscle-up, mais finalement sans transition, genre sans dips. Et du coup, en fait, ça me permettait de limiter un petit peu justement cette focalisation sur la poussée, parce que c'était assez problématique pour moi de comprendre schématiquement un petit peu comment est-ce que je devais segmenter mon muscle-up. Du coup, ça me permettait en fait juste de vouloir reposer mon tronc sur la barre et de me focaliser sur vraiment la rotation interne et du coup la rotation de poignet. Donc moi, ça m'a pas mal aidé, et finalement maintenant, c'est beaucoup plus naturel sur ma rotation de poignet. Donc voilà, moi, ça a été plus ça. Moi, c'était plutôt élargir un petit peu ma prise pour vraiment essayer de passer les coups le plus rapidement possible, en fait. Ok. Tout simplement. Ouais, c'est ça, parce que si on a une prise plus large, on a un temps de tirage moins long, en fait. Enfin, on a C'est moins ça. d'amplitude de tirage, et le passage des coudes se fait plus loin du corps. Exactement. Ouais, c'est intéressant aussi. Donc, t'avais une prise traction ou un peu moins que ça, quand même? Non, un peu moins quand même que traction. C'est quoi votre prise muscle-up, en fait, vous? C'est quoi le repère que vous prenez? Bon, en vrai, c'est largeur d'épaule. Pareil, largeur. Ouais, c'est ça, bras parallèles, du coup? C'est ça. Ouais. Ouais. Ok, donc là, t'ouvrais peut-être un peu plus. C'est ça, exactement. Ouais, intéressant, parce qu'on voit des athlètes qui sont quand même un peu plus larges que les épaules, hein, des fois. Bah, je crois, regarde, quand tu regardes Perret Cole, il est assez large. Après, il est large aussi, mais Ouais. Ça va. Ouais, Il est est... un petit peu plus large que largeur d'épaule, mais... Ouais, il y a un passage des coudes qui est vraiment puissant. Ouais. Ouais, pour revenir du coup à cette histoire de transition, t'as parlé de faire du tirage haut, Trésor. C'est quoi la différence entre les deux tirages hauts que t'expliquais? Bah, du coup, là, moi, ce que j'expliquais, enfin, en tout cas, ce que je faisais, ce que j'utilisais, c'était du coup un MU sans transition, c'est-à-dire sans dips. Et la IPU, finalement, bah, tu vas même pas jusqu'à la transition, tu t'arrêtes juste au niveau des pectoraux. Ok. Ou même un petit peu plus bas. Mais c'est à peu près ça la différence. Et après, tu as aussi avec Chest PU, où là, Chest PU, selon moi, c'est vraiment sans dynamique de vitesse, où là, tu es vraiment beaucoup de verticalité. Tu pars vraiment sur un pattern de traction, Ouais, et ok. tu tires au niveau de la poitrine. Ouais. Alors que la IPU, tu crées la dynamique de vitesse, donc tu es déjà un petit peu plus spécifique. Et pour moi, finalement, bah, le MU sans transition, c'est encore plus spécifique. Et MU sans transition, tu te retrouves au-dessus de la barre ou t'es... Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Après, j'ai remarqué, en fait, l'inconvénient qu'il peut y avoir avec ça, c'est que tu peux prendre très facilement l'habitude de te reposer sur la barre avant de faire ta dips. Et du coup, finalement, ça... Enfin, après, tout dépend encore une fois des standards, mais déjà, je trouve que c'est moins propre. Et en même temps, tu peux ne pas répondre aux standards. Ouais, c'est ça, parce qu'on observe aussi pas mal d'athlètes sur la compétition de Final Rep à Cologne. Des athlètes qui se reposent sur la barre pour tourner les poignets et après engagent leurs dips. C'est ça. Ouais. Et ça, on se demande jusqu'à quand ça va être autorisé, parce que ça découpe le mouvement, et dans pas mal de cahiers de règles, le règlement dit qu'il faut faire le mouvement en un seul temps, quoi. C'est ça. Donc pas marquer la transition au point de se poser sur la barre. Intéressant les gars. Bon, du coup c'est plus sur la partie programmation maintenant que je vais vous poser des questions, parce que vous avez réussi quand même à pas mal progresser ces dernières semaines. Ouais. Donc ce que je veux creuser avec vous, c'est comment vous abordez ce muscle-up dans vos séances. Est-ce que vous utilisez des variations, la fréquence, le volume? En fait, je veux savoir un maximum de choses. Là on a parlé un petit peu du coup des différentes manières de tirer et des semi-techniques. Enfin, du coup j'appelle ça de semi-technique à cause de l'haltéro, mais est-ce que vous avez des variations semi-techniques ou mouvements de renforcement spécifiques qui vous aident au muscle-up, ou vous ne jurez que par le spécifique, à savoir faire du muscle-up pour progresser au muscle-up? Victor, dis-nous comment t'approches ça. Moi je sais que personnellement le muscle-up il rentre mieux, je l'ai mieux lorsque je mets beaucoup de fréquence, beaucoup de volume. Comme par exemple quand nous on s'entraîne ensemble le vendredi, parce que maintenant on fait ça à peu près toutes les semaines, tous les vendredis on s'entraîne à 3 sur le muscle-up. Et je sais que le fait de mettre pas mal de volume ce jour-là,
fait que j'arrive de mieux en mieux à gérer cette technique. Donc moi, c'est tout simplement la répétition du mouvement. Donc je suis dans le spécifique, pas tout le temps au poids du corps. On fait beaucoup de muscle-up délesté avec beaucoup élastique. Ouais. Donc, ce qui nous permet d'être frais et de pouvoir gérer au mieux cette technique. Après, comme mouvement de renfort, tu te rappelles, Maxime, on avait beaucoup parlé du Skull Crusher. Je trouvais qu'il y avait une certaine ressemblance dans le mouvement qu'on pouvait retrouver avec le fait d'avoir les triceps. Les coudes en avant. Ouais, c'est vrai que pour moi, le muscle-up, c'est beaucoup en avant de triceps aussi. C'est ça. Donc, il y avait celui-là. Mais ouais, sinon, moi personnellement, je suis beaucoup dans le spécifique. Je vais beaucoup faire le mouvement avec beaucoup de volume, beaucoup de fréquence, mais délesté pour pas non plus me cramer, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, le but, quand on va avoir de la fréquence, c'est d'être capable d'accumuler pas mal de répétitions tout au long de la semaine. C'est ça. Et après, qu'elle reste qualitative et qu'un entraînement ne nous pénalise pas sur ceux d'après, quoi. Exactement. Et après, je sais que ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'était Trésor qui m'avait fait part de ça. Donc, c'était pour revenir aussi au IPU. Donc, c'est vraiment mettre beaucoup d'explosivité aussi. Parce que le muscle-up, c'est un mouvement très explosif. Il ne faut pas l'oublier. Avec beaucoup de vitesse, beaucoup de puissance. Et donc, les IPU, moi, ça m'a vraiment aussi aidé à mettre cette vitesse dans ce tirage vertical, tout simplement. Ok, ouais, c'est vrai que tu as travaillé avec ça pendant longtemps et ça t'a pas mal aidé. Plutôt aidé, ouais. Ça t'a fait passer de 5 à 15 kilos très vite. Ouais. Et surtout avoir une bonne vitesse, quoi, tu vois. C'était surtout ça, moi, qui me manquait. Ok, ouais, l'intention. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Et toi, Trésor, sur les variations, est-ce que tu as du renfort spécifique à ce mouvement-là ? Comme il vient de l'évoquer, ouais, j'ai quand même de la IPU. Moi, la IPU, je l'utilise vraiment par rapport justement déjà la direction de la force, mais aussi l'assistance et les portions d'amplitude de force sur le mouvement. Parce que finalement, avec l'élastique, c'est vrai qu'on a tendance à délester pas mal finalement le départ en phase de tirage. Et du coup, c'est vrai que ça permet déjà d'apporter un certain lest sur le pattern qui serait déjà spécifique et en plus qui limiterait un petit peu finalement la fatigue qui serait emmagasinée finalement sur la fréquence. Donc en fait, pour moi, ça permet quand même d'avoir un aspect spécifique sur le muscle up, tout en essayant quand même d'avoir aussi un travail sur le RFD, donc l'explo, sur cette première phase de tirage, dans laquelle on a moins ce travail vraiment délesté autour de la vitesse. Donc ça me permet de travailler sur ce versant-là. Après, j'ai des exos un petit peu sur l'aspect un peu prépa physique, où je me suis un petit peu inspiré notamment des travaux de Cachavenda, hein, pour ceux qui connaissent. Le drop and catch, en vrai, c'est quelque chose que j'utilise pas mal. Donc c'est vraiment pour travailler un petit peu tout ce qui est phase précoce, phase tardive au niveau du RFD, donc de l'explo. Et ça me permet finalement d'avoir un travail autour de la transition un peu excentrique, concentrique très rapidement. Donc drop and catch, tout simplement, c'est vous avez une barre. Moi, je le fais sur un pattern de rowing. Donc comme ça, c'est relativement spécifique au tirage. Donc je laisse tomber la barre. J'essaie de réceptionner très rapidement et de faire ma concentrique. Donc ça peut s'apparenter justement pas un dead stop, donc il y a peut-être un petit peu moins spécifique, mais ça me permet quand même d'avoir une réactivité et finalement une concentrique assez explosive, puisque j'essaie de réagir très rapidement à l'excentrique, donc finalement à produire le plus de force en concentrique. Donc c'est une variation qui m'a permis, je pense aussi, de progresser. Après c'est compliqué, hein, vous le savez, d'isoler, puisque j'ai augmenté aussi ma fréquence et mon volume, donc je ne saurais pas dire, mais ça m'a pas en tout cas impacté négativement. Ok, intéressant. Ouais, je pense que la clé générale, c'est quand même d'avoir une bonne fréquence sur ce genre de mouvement. Ouais, c'est parce qu'il y a beaucoup de... Pour moi, ce qui répond bien... ce que permet la fréquence, c'est de bien répondre à un aspect technique ou un enjeu technique important, à savoir avoir beaucoup de répétitions, accumuler de l'expérience, du volume sur un mouvement et essayer de comprendre les placements. Après... le muscle-up, c'est aussi l'expression d'une force. Donc, au bout d'un moment, il faudra trouver les moyens de bosser l'aspect force au fil des semaines sans que ça pénalise trop chaque entraînement. Mais on note, en tout cas, ta remarque sur le drop and catch. C'est effectivement une piste. Après, malheureusement, on a peu de recul sur ça. Vous savez qu'on aime bien
bosser sur des bases, des notions scientifiques en fait, avoir des choses qui soutiennent un peu nos recommandations. En l'occurrence, sur le muscle up, il y a peu de données qui évaluent l'intérêt ou la transférabilité de certaines approches, certains exercices. Donc nous, on vous invite à expérimenter. Et une fois vous trouvez quelque chose qui fonctionne, restez dessus, quoi. Amusez-vous pas à tester plein de choses. En fait, dans l'entraînement, ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on a une combine qui marche, il faut essayer de rester dessus. Moi, pour ma part, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le format EMOM qu'on n'a pas beaucoup, enfin qu'on n'a pas mentionné, mais enfin Victor brièvement, mais c'est ça. on s'entraîne beaucoup sur ce format-là parce que au-delà de l'intérêt que présente l'EMOM, à savoir rythmer la séance, ça permet d'accumuler beaucoup de volume en peu de temps et aussi peut-être de gagner en capacité de travail. C'est pour ça que c'est pour ça qu'on l'avait introduit à l'origine. On se disait que nos séances muscle up, elles étaient un peu longues, on passait quand même beaucoup de temps dessus sans accumuler forcément beaucoup de reps. Là, avec le format EMOM, en plus du fait que ce soit un peu plus ludique, je dirais, ça nous permet de bien traquer la progression. C'est un petit peu plus difficile à surcharger parce que soit on rallonge les EMOM, soit on augmente les reps. C'est pas évident à programmer, mais en tout cas nous on vous recommande au moins une fois par semaine de bosser le muscle up sur ce format là parce que ça vous permet d'accumuler pas mal de reps sur un laps de temps très court, donc potentiellement d'avoir un rappel du muscle up sur votre semaine sans qu'il soit trop exigeant. Nous on fait jamais des muscle up où on finit à l'échec. En général on a toujours peut-être 2 minutes, enfin 2 tours en plus. Mais c'est agréable de pratiquer et de répéter sans qu'on soit pénalisé sur le reste de la séance. Donc sous ce format-là, moi j'invite les gens à creuser. On a beaucoup parlé de fréquence, mais grossièrement la fréquence que vous appliquez, c'est quoi? C'est 3 répétitions semaine? Moi je suis à 4. 4, ok. Victor? Moi perso je suis à 2. T'es à 2? Toi t'as moins de séances aussi? Ouais, de muscle up. Moi, j'avoue que je tourne autour de 3-4. C'est plus souvent 3, mais quand j'ai le temps de faire une séance en plus, j'aime bien faire un petit rappel muscle up sous format EMOM, comme j'ai expliqué. Donc, une fréquence élevée, c'est intéressant. À voir après aussi sur la semaine comment vous répartissez le reste du volume de travail. Mais pour moi, le tirage en tant que tel, on l'avait déjà dit, mais comme il y a vraiment un gros focus sur le versant concentrique, t'as beaucoup moins de dommages musculaires en tant que tel, donc sur le mouvement. Donc au final, tu peux avoir une capacité de récupération qui soit plus importante et réitérer des efforts de qualité plus fréquemment dans ta semaine. Alors que je serais peut-être un petit peu plus réservé sur les dips et le squat en termes de fréquence, mais encore une fois, ça dépend de l'intensité. Mais je trouve que ce versant-là concentrique permet quand même une fréquence plus importante. Plus facilement, en soi. Je suis d'accord, on en récupère mieux. Ouais. Parce que le muscle up en soi, il n'y a pas très peu de séances où je récupère très mal, où je me dis putain, je peux pas en faire la séance suivante. Tu vois. Bah, moi justement hier je me suis entraîné sur le muscle up, mais je pense que c'est dû à d'autres choses. On s'est quand même pas mal donné sur le muscle up vendredi. Et puis après il y a eu la braderie. On est Lilo, on s'est un petit peu envoyé. Je pense que ça joue aussi, mais moi j'ai déjà ressenti un peu de fatigue sur le muscle up. Après souvent moyennant un échauffement un peu plus poussé ou un peu plus long, on finit par s'en sortir. Mais moi, j'allais dire, c'est pas vraiment un facteur limitant, mais ce qui fatigue vite pour moi au muscle up, c'est les avant-bras. Ouais. Je sais pas si c'est dû au strong grip ou si c'est parce que je reviens mal de mes muscle up, mais une fois en haut sur la barre, je dois revenir pour enchaîner d'autres muscle up. J'avoue que je prends pas mal dans les avant-bras pour gérer ma trajectoire, diminuer peut-être ma vitesse et essayer de pas repartir avec trop de balancé. Donc moi c'est peut-être sur les avant-bras que je finis par fatiguer le plus. Après j'ai de la chance, à part sur ce mouvement là, moi j'ai jamais besoin de mes avant-bras parce qu'en haltéro je suis en haut grip, donc y a pas besoin de muscles, enfin je trouve il y a moins besoin de muscles dans la poigne. Ouais, alors qu'on strict un peu plus, je dirais quand même. Ouais, c'est pour ça. Même avec le statique, moi ça je le sens, ouais. Ouais, bah toutes les figures sur barre, c'est compliqué. Tu le sens, t'es limité par ça aussi? Ouais, si quand même. En fait, c'est plus par rapport à ça que parfois j'essaie quand même de moduler un petit peu le volume global sur chaque mouvement.
Parce que c'est vrai qu'à la fin de la semaine, parfois, je sens quand même plus de fatigue au niveau des avant-bras. Donc, en même temps, c'est normal. Ah bah ouais. Toi, Victor, ça va sur ça? Ouais, ça va. Peut-être des fois, tu sais, des petites douleurs au niveau du coude, des choses comme ça. Mais Ça, on est tous un peu passés par là, on n'a jamais Ouais. su identifier. ouais, je Ouais, pense c'est pas. compliqué. Peut-être un gros volume de transition. C'est ça, ouais. Et après, moi aussi, ce qui me limite, moi, personnellement, dans le muscle-up, c'est quand je fais aussi beaucoup de tirages à côté, que nerveusement, je suis un peu KO, tu vois, et que j'ai plus cette explosivité lors de mon muscle-up, ce qui fait que ma séance muscle-up, tu vois, elle va peut-être ressembler un peu à rien, tu vois. Donc, c'est des choses comme ça. Après, il faut bien gérer son volume, son intensité, mais ça vient avec l'expérience, hein, bien sûr. Ah bah, je rebondis sur ça, on a parlé un peu fréquence et volume. En termes d'intensité, est-ce que des fois vous allez chercher de l'intensité au muscle-up? Moi, très peu. Très peu. Je suis majoritairement sur du volume à basse intensité. Donc, après, c'est compliqué, je trouve, d'appliquer les RPE sur le muscle-up, mais généralement, ouais, je suis sur une perception de l'effort assez faible, quand même, assez basse. Et toi, Victor? Moi, de temps en temps, si ça m'arrive quand même de charger un peu, tu vois, 5-10 kilos, pas énormément de volume hein, quand je suis sous grosse intensité. Mais sinon, ouais, comme Trésor, faible intensité de travail, je suis plutôt avec délesté, tout ça, poids du corps. Ouais, moi ça arrive peut-être une fois dans la semaine où je monte proche de l'échec, mais enfin proche de l'échec. C'est ça, c'est un mouvement où c'est difficile de savoir quand on est vraiment proche de l'échec. Ouais. Même si moi j'ai trouvé ça intéressant de faire un AMRAP, enfin du coup d'aller chercher un max rep à moins 35, parce que ça m'a permis de voir comment mon ressenti, mon niveau de fatigue évoluait. Et ça fait écho aussi à ce que recommandait Lucas dans le podcast qu'on a fait avec lui. Pour savoir doser un RPE, c'est intéressant des fois de caler un AMRAP pour comprendre jusqu'où on est capable en fait de pousser l'effort et de mettre un peu en relation notre capacité à faire la rep et les sensations peut-être qu'on a le fait de tétaniser ou les muscles qui crampent ou quoi. Moi j'ai vraiment découvert une grosse capacité sur le muscle up, on en cherchait beaucoup de reps. Or je sais pas si si c'est représentatif de la réalité quand je suis moins délesté, mais on vous invite aussi à faire un AMRAP de temps en temps pour vous rendre compte, prendre des sensations, découvrir des sensations que vous n'auriez pas d'habitude. Mais donc en termes d'intensité, moi j'avoue que une fois par semaine seulement je monte à haute intensité, mais je me leste pas, je vais peut-être chercher 2 reps desktop à vide, grand max, soit ça, soit transition, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais on a beaucoup travaillé sur ça aussi, transition pull-up, muscle-up, mais sinon je vais pas chercher plus d'intensité parce que je trouve que le muscle-up t'en récupère bien jusqu'à ce que tu sois en échec, enfin c'est un peu comme pour tout. Si tu forces ta rep et que tu es proche de l'échec ou que tu essayes de grind ta transition, c'est là peut-être que tu vas perdre vraiment le plus de jus. Ouais, c'est vrai. Après, moi, je dirais sur le AMRAP, je trouve qu'il s'applique mieux sur les autres mouvements que sur le EMU, parce que pour moi, la standardisation EMU, elle est quand même beaucoup plus complexe que sur un mouvement classique. Tu vois, en fait, tu as trop de facteurs qui rentrent en compte. Ça, c'est un truc intéressant en soi, mais je trouve que tu peux t'exposer à beaucoup trop de variations sur une même série, et du coup, ça peut complètement biaiser finalement ta perception de l'effort, tu vois. Alors que tu as une standardisation qui est quand même plus simple, tu vois, je te prends un exemple sur un squat ou peut-être un bench encore compliqué, mais je veux dire quand même, comme c'est un mouvement dynamique, ça implique vraiment beaucoup de facteurs à prendre en compte. Donc ça peut être un peu plus biaisé, je trouve, le AMRAP sur un AMU que sur un autre mouvement. Ouais, enfin un peu plus compliqué à évaluer. C'est pour ça que c'est compliqué, mais si vous pouvez vous filmer, faites-le, ça vous permet de prendre du recul. Peut-être vous allez réussir à chercher 10, 15, 20 reps, peu importe, mais vous saurez en observant votre série quand est-ce que c'est plus rep et du coup là où vous auriez dû vous arrêter. Moi j'avoue que en termes de sensation à 12 reps, moins 35, je me sentais au max, mais la 12e, je commençais à beaucoup envoyer les jambes vers l'avant, et c'est peut-être du coup là avant ça que j'aurais dû m'arrêter, peut-être à 11 pour que toutes les reps soient irréprochables. Mais si j'avais continué, j'avais forcé, j'avais peut-être je sais pas, kippé plus, triché plus, quoi, peut-être j'aurais pu aller charger plus. Mais je suis d'accord, du coup tu fais bien de souligner ça. Je suis d'accord que le muscle-up il est compliqué à évaluer, même nous quand on observe des athlètes, des fois on comprend pas que ce soit rep ou pas. En plus, suivant que ce soit du street lifting ou du street workout,
c'est pas les mêmes règles. Donc ouais, tu fais bien de noter ça. Mais c'est pour ça, en vrai, ce qui serait intéressant sur un MRAP, c'est de dire à un athlète de se focaliser sur un point, et à partir du moment où ce point-là est beaucoup plus compliqué à mettre en place, peut-être se dire que ok, bon, on arrête la série, tu vois. Dans ton cas, par exemple, de dire à l'athlète, à partir du moment où tu as une flexion de hanche qui est trop marquée, stop. Ouais, avoir un regard extérieur, du coup, c'est intéressant. Ouais. Bon, on a parlé de pas mal de choses. On a parlé fréquence, volume, intensité. On a évoqué quelques facteurs limitants. Moi, du coup, sur le muscle up, c'est quand même principalement le tirage. La poigne, peut-être pour accumuler du volume, mais sinon, c'est le tirage. C'est ça qu'il faut travailler. En général, un muscle up qui passe, enfin, dans la transition passe, le dips, après, il va aussi, sauf si il y a des problèmes de rotation de poignet. Ouais. Les gens qui se reposent trop sur leur extension de poignet. Non, moi, ce qui était aussi problématique pendant très longtemps, et la hype, finalement, ça m'a quand même pas mal aidé sur ça, c'était sur la proximité. Parce que là, quand on regarde les muscle-up vraiment records du monde, comme Perco et Aubin, on remarque qu'il y a vraiment énormément de proximité entre le centre de masse et la barre, finalement. Et moi, c'est vrai que même, je pense que pas mal de débutants le font. En tout cas, moi, j'en ai vu chez des coachés, et moi, je le faisais aussi, c'était essayer de créer de l'élan avec le tronc, et du coup, de faire un appel un petit peu vers l'arrière avec la tête, ce qui, en fait, crée de la distance entre le tronc et la barre. Ah ouais. Et du coup, en fait, il y avait plus de levier sur la phase transitoire, et du coup, on devait produire plus de force, et ça rendait la phase transitoire beaucoup plus complexe. Donc moi, la IPU, justement, ça m'a aidé à vraiment essayer de reverticaliser un petit peu et de recréer de la proximité et de me focaliser aussi sur ma flexion de coude plus que sur la rétropulsion en tant que telle. Ok, intéressant. Et puis, tu as aussi pas mal réduit ton amplitude de balancier. Aussi, ouais. Enfin, je sais pas du coup si c'est une conséquence de ton travail sur la IPU ou quoi, mais pour le lester, en tout cas, apprendre à moins se balancer, ça a l'air d'être une clé très importante. Ouais. Victor, toi, tu te balances encore beaucoup. Ah ok. Non, mais je trouve que tu reposes quand même beaucoup sur ça. Ouais. Quand tu te sens fatigué, enfin, je me souviens de cette remarque-là que tu avais fait la semaine dernière. Tu dis, ouais, là, je suis un peu KO, du coup, je vais chercher plus de balancier. Ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ou alors, je me trompe, c'était quand on s'amusait à faire des MU sans transition. Là, tu te disais, ok, mais il va falloir que je me balance beaucoup. C'était peut-être sur ça, non? Je sais plus, ouais. Moi, dans tous les cas, non, ça se ressemble un peu, mais ouais, je suis d'accord. Après, t'as une manière de tirer qui est quand même pas mal singulière par rapport à nous. T'es pas tout à fait en holo. T'as le buste très vertical. Faudrait évaluer ça. Te donner une vidéo. Ouais, c'est ça. Analyser. Bah, on intégrera en vrai des vidéos quand on parle de nos différents muscles, enfin si j'y arrive. Intéressant tout ça. Du coup, en termes de programmation, est-ce que vous avez des petits conseils, des recommandations de base pour des gens qui voudraient peut-être pas passer le premier muscle-up, parce que je trouve que c'est beaucoup d'aspects techniques et là, ça demande d'être encadré par quelqu'un qui s'y connaît, qui a compris un peu le mouvement. Ouais. Mais pour quelqu'un qui voudrait progresser, peut-être passer un cap, c'est compliqué, mais ce serait changer d'élastique ou même arrêter de bosser avec l'élastique et passer enfin le premier muscle-up au poids de corps. Comment est-ce que vous aborderiez ça ? Non, moi je trouve que le travail à basse moyenne intensité, il doit quand même représenter quand même un large panel du volume hebdomadaire. Donc pour moi, il faut quand même qu'il y ait un gros travail sur ça. Mais je pense que le rappel intensité, il est quand même important parce que c'est vrai qu'on l'a peut-être pas notifié là jusqu'à maintenant. Mais je trouve quand même qu'il y a une grosse différence en vrai, enfin c'est même pas je trouve, mais c'est réel, entre le poids du corps et lesté. Bien sûr. Parce que vraiment, justement, la manière dont tu gères la charge externe change complètement, justement sur le pattern des membres inférieurs, etc. Donc c'est beaucoup plus complexe. Donc je pense que c'est quand même important. Après, bon, déjà, lorsque quelqu'un arrive à se lester au muscle-up, c'est qu'il n'a pas forcément un niveau avancé, mais qu'il est déjà quand même relativement à l'aise. Ouais, ça me fait penser qu'il y a deux approches sur ça. Il y a des gens qui disent ne te leste pas au muscle-up avant d'en avoir 10 au poids de corps. Non. Et il y en a qui disent, je suis plutôt sur cette stratégie-là, pardon. Lestez-vous au muscle-up, même si vous êtes encore à l'élastique. Enfin, mettez une plaque entre vos jambes, même si vous êtes encore à l'élastique. Parce que ça vous apprend à bosser avec la charge qui, comme tu viens d'expliquer, est vraiment, change vraiment les sensations qu'on a au niveau du gainage et de la position des membres inf. Du coup, moi, ça m'arrive des fois de faire des sets avec un gros élastique de moins 35, mais avec une plaque de 10 ou voire de 20 sur une série. Est-ce que vous avez déjà pratiqué ça ou est-ce que vous le recommandez ça ? Ouais, tu m'avais sensibilisé à ça et je trouvais ça intéressant. Moi, je l'avais pratiqué. Après, c'est vrai que parfois, je sentais que ça me limitait sur la phase transitoire.
Je pense que c'était peut-être une erreur de placement, mais je sais pas. Comment ça la ceinture me limitait. Donc ça pouvait biaiser un petit peu l'approche, mais sinon je trouvais ça intéressant parce qu'au final tu retrouves quand même les mêmes sensations. C'était le fait d'avoir ceinture plus élastique qui te gênait au moment de pousser sur ta dips ou de faire attention. Ok. Ouais, possible. Après, il faudrait trouver un moyen de setup l'élastique sans que ça gêne trop. Ouais. Mais ouais, j'avoue que j'ai pas encore trop réfléchi à ça, c'est compliqué. Et puis ce que je trouve intéressant aussi avec ça, c'est que ça permet de faire progresser l'intensité assez simplement sans forcément avoir besoin d'acheter plein d'élastiques. Parce qu'il y a un repère qui est assez simple en termes de tracking, donc c'est hyper intéressant, je trouve. Ouais. Moi, je me vois bien bosser avec un débutant et le programmer bloc par bloc sur le même élastique et juste essayer de surcharger avec la plaque, avec la plaque ou les plaques, parce que c'est plus simple de se rendre compte de la charge qui monte et la seule limite c'est après l'usure de l'élastique quand on arrive à en tenir compte sur la programmation. Mais en termes de sensation, vous prenez vraiment une claque, avoir moins 35 et une plaque de 20, c'est tellement plus dur qu'avoir moins 15 que ça peut être intéressant d'intégrer ça ou en tout cas de prendre des sensations avec une plaque comme ça. Et moi une fois j'avais qu'un seul élastique dans mon sac. Pour l'entraînement, j'ai trouvé ça tellement plus pratique d'avoir juste un élastique et de tout faire avec ça que de m'amuser à changer d'élastique à chaque fois. Et plutôt que d'arriver à la salle avec mes 36 élastiques. Je sais pas, je pense que ça fait vraiment serrer tout le monde de voir des streeters arriver avec tout leur setup d'élastique. Tu te fais voler, quoi. On ne cite pas de nom, mais. Ouais, il y a des gens qui prennent les élastiques par erreur. Ça se fait pas. Toi, Victor, t'avais déjà testé ça, élastique plus plaque ? Jamais. À chaque fois que je te voyais faire ça, tu te rappelles, Ouais, tu te confondais pas, tu trouvais ça ridicule. Ouais, non, mais t'as raison, en vrai, ça paraît con. Et c'est ça, franchement, honnêtement, là, vu comment t'en parles, j'aimerais bien le tester, un peu voir, parce que honnêtement, j'ai jamais testé. Donc, voir un peu les sensations, tu vois. En plus, toi, vu que ton objectif, c'est vraiment de bosser lesté, ça te permet d'accumuler du volume avec une plaque, sans forcément être à vide plus la plaque. Ouais, c'est donc, parce que moi, quand je taffais avec une plaque, c'était vraiment muscle up, donc lesté, ou alors IPU, tu vois, avec la dynamique de vitesse qu'on retrouve sur le début du muscle up, etc. Pas tout à fait la même chose. Pas tout à fait la même chose, mais moi, c'était comme ça que je taffais avec... c'est comme ça que je taffe avec le poids entre les jambes. Mais ouais, ça serait intéressant de mettre ça en place. J'avais pas du tout pensé à cette variante-là. Moi, ce qui m'a un peu conforté dans ça, c'est idiot, mais c'est quand même... c'est juste symbolique, c'est Captain Gatlin qui bosse avec ça, en fait. Je l'ai vu s'entraîner avec ça dans un vlog de... je sais plus comment ça s'appelle. Je pense que les types s'appellent Mangeurs de Vie Sport. Ils font des vlogs très quali, en vrai. Enfin, leur caméraman est très chaud. Je l'ai vu s'entraîner en lesté avec un élastique de 25. Et ça m'a conforté dans l'idée que cette variation-là est intéressante. Vraiment, si on veut accumuler du volume avec une plaque. Parce que comme on expliquait, vu que c'est quand même un mouvement avec beaucoup... qui demande beaucoup de connaissances de soi au niveau des déplacements, de la proprioception, des sensations en fait en général, c'est vraiment un mouvement de sensations. Avoir beaucoup de volume et de fréquence avec une plaque, ça permet après de maîtriser sa plaque, sans forcément que la plaque soit lourde, de maîtriser le fait d'avoir un poids entre les jambes. Pardon, excuse-moi. Juste la limite à laquelle je suis en train de penser, c'est que si vous voulez vous entraîner avec la nouvelle méta, élastique plus plaque devant les tibias, je pense que c'est compliqué à setup. Ah non, c'est chaud. C'est vraiment compliqué à setup. Où tu la mets entre tes tibias et l'élastique, je sais pas. Non, c'est chaud. Avec tes deux pieds. Mais c'est ça en fait que je vais te demander, c'est toi, comment est-ce que tu places ton élastique et ton poids? Est-ce que tu mets l'élastique que sur un pied, sur les deux pieds? Ouais, justement. Ouais, non, c'est ça. Vous le faites pas comme ça, mais moi, l'élastique, je l'ai toujours sous un seul pied parce que je trouve ça plus pratique et safe de désolidariser les deux si jamais on tombe ou si jamais on n'arrive pas à rattraper la boxe ou quoi, d'avoir les deux pieds séparés pour juste un point de vue sécurité et aisance. Je préfère avoir l'élastique que sous un seul pied. J'ai jamais eu l'impression que ça me déséquilibrait parce que mes hanches sont ancrées, les adducteurs sont serrés, etc. Donc ça pousse mes hanches de la même manière. Et ça me permet du coup d'écarter les pieds et de placer ma plaque une fois que l'élastique est placé quand je bossais en délesté plus plaque. Ok. Donc c'est comme ça que je le fais. Et si on va avoir la plaque devant soi,
je pense, c'est complètement chiant, mais je pense qu'il faudrait avoir la plaque entre son tibia et l'élastique pour éviter que la plaque s'éloigne de soi au moment où on va faire la transition et peut-être s'éloigner un peu de l'élastique, de l'axe de l'élastique. Mais ça, en vrai, la prochaine fois, on testera, en vrai, c'est intéressant. J'avoue. Et sinon, mettez vos plaques comme avant, en vrai. Continuez à bosser avec ça. Hein. C'est déjà intéressant de comprendre comment amputer ses jambes pour créer une petite dynamique de hanche sans que ça soit un keeping grossier. Juste avoir la plaque entre les pieds, c'est intéressant. Donc, je vous invite à tester. Est-ce que vous avez d'autres conseils à apporter sur la programmation ? On a vu pas mal de choses, on déjà, non ? Ouais, pas mal. Hein. Est-ce que vous bossez toujours le muscle-up sur fond de fraîcheur physique ? Ouais, toujours. C'est toujours en début de séance. Généralement début de séance. Est-ce qu'il y a un intérêt à le faire plus tard ? Bah, pour le street lifting, non. Pour le set and rep, je dirais que oui. Ouais. Pour voir si avec de la fatigue, t'arrives encore... ça va faire le mouvement, tout simplement. C'est vrai. Oui, parce que le street lifting dans les compétitions, pour l'instant, je pense que ça ne changera jamais, mais le muscle-up est toujours le premier mouvement. C'est ça. Ouais. Donc autant en profiter et de bosser toujours ce mouvement-là en premier. Mais pour le set and rep, on s'est un peu essayé. C'est intéressant de voir notre capacité à faire un muscle-up après avoir enchaîné. Même pas forcément beaucoup de traction, mais des fois beaucoup de dips ou de pompes, ça peut faire une petite différence sur le niveau de fatigue, parce que du coup, là, il y a un aspect cardiovasculaire aussi qui entre en compte. C'est ça. Mais c'est sur ça, moi aussi, que j'essaie de surcharger. J'ai parlé un petit peu de la transition PU-MU. Donc faire une pull-up en départ, dead stop, et après être capable de créer l'inertie pour avoir son balancier et faire un muscle-up. Moi, j'essaie de surcharger en ajoutant des tractions avant ça, plutôt que d'ajouter des muscle-up derrière, pour voir jusqu'à combien de tractions avant un muscle-up j'arrive à faire mon muscle-up. Ça peut être intéressant à tester. Je dis que c'est un peu compliqué, c'est un AMRAP inversé, enfin c'est un genre d'AMRAP un peu tordu, mais c'est intéressant de voir comment la capacité de tirage décroît sur le muscle-up en fonction de ce qu'on fait avant. Et sinon, c'est vrai que là, on parle beaucoup de street lifting, même si Trésor, t'es un peu moins dans ça en ce moment. Avec Victor, on veut quand même chercher du lesté. Pour progresser en lesté, le muscle-up, on le fait en début de séance, c'est vraiment le premier exemple. Et petit point, c'est très personnel, mais ça peut aider. Est-ce que vous avez une routine particulière pour vous échauffer au muscle-up ? Moi, pas spécialement. Moi, c'est toujours le même échauffement, peu importe la séance en vrai. Que ce soit du muscle-up ou pas de muscle-up, il n'y a pas d'intention particulière, de mobilisation en plus. Non. Je fais un peu de drop and catch, moi, j'aime bien le faire, mais je sais pas si ça optimise vraiment en vrai. Moi, un peu comme pour l'haltéro, j'aime bien, quand il y a un mouvement dynamique comme ça, faire du dynamique. Le drop and catch, ça répond bien. Juste des mouvements peut-être plus dynamiques sur les bras pour chauffer épaules, etc. Ça joue. Sinon, moi, ce que j'aime bien faire, ce que je fais depuis quelques semaines, c'est faire un muscle-up avec un gros élastique, beaucoup me délester, juste pour voir mon état de forme et me chauffer et alterner entre mouvement de chauffe et ce muscle-up là pour voir un petit peu comment mon RPE évolue. Parce qu'à froid, le RPE est plus élevé et au fur et à mesure de l'échauffement, le RPE baisse. Et moi, ça me permet aussi de manager mon échauffement parce que je prends des sensations et je vois peut-être là où il y a un peu plus de tension, un peu plus de difficulté, que ce soit une portion du mouvement, un placement, des tensions, sur un muscle en particulier. Ça me permet de faire évoluer ça et d'adapter mon échauffement à la forme du jour. Ok, intéressant. Donc ça permet d'être vraiment spécifique et ultra individuel. Après, ça demande peut-être un peu de connaissance de soi et du coup de souplesse. Ouais, mais je trouvais ça intéressant du coup d'aborder ça comme ça. Moi, ce que je mets en place aussi, après on le fait aussi ensemble, c'est du coup des MU mais sans vraiment transition. Mais en fait, c'est pas spécifique, du coup, c'est pas forcément utile pour le MU de compétition. Mais en fait, moi, ça me permet juste de mettre sur les pieds pour l'intention, tu vois. C'est-à-dire que vraiment, comme j'ai une grosse intention de tirage,
au final, j'arrive à la transférer un petit peu sur le EMU qui est plus rapproché sur la comp. Et du coup, ça me permet de chaque fois essayer de standardiser un petit peu l'intention de tirage sur l'explo. Et du coup, c'est intéressant pour moi. Ouais, c'est vrai. Pour Ça, c'est une bonne idée. un peu en début de séance. C'est vrai que ça, c'est les mieux impressionnants. On n'a pas trop développé ça, mais Magine, c'est un des experts de ça. C'est les MU où il y a tellement de tirages et le tirage emmène tellement haut qu'il y a très peu de flexion extension de coude au-dessus de la barre. Et ça donne vraiment l'impression que la personne vole, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, très impressionnant, mais c'est vraiment pas les placements et les patterns qu'on retrouve sur un Ouais, MU du tout. lesté ou un MU proche de l'échec. Mhm. Donc, on recommande pas de s'entraîner sur ce format-là. Non. Mais j'avais demandé, est-ce que tu penses du coup il y a un aspect un peu de potentiation sur ça? Parce que moi j'allais dire que sur les muscle-up, peu importe la série de travail, j'aime bien aller un peu au-delà pour après délester et me sentir très léger et avoir des bonnes sensations. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir une grosse intention de tirage, de vitesse sur un muscle-up sans transition, ça implique un aspect potentiation pour les muscle-up d'après? Moi, je pense que oui, parce que tu as une telle intention et du coup, je pense qu'au niveau vraiment physiologique, tu as une transmission neuronale qui est hyper importante, donc en Hertz. Donc, je pense que ça peut se transférer sur du MU, mais sur l'intention en tout cas. Toi, tu le ressens aussi, Victor, ou pas? Ouais, moi c'est ce que je fais avec les IPU, tout simplement. Ouais, c'est ça, ce que j'allais dire. Tu fais pas vraiment un top 7 MU, mais tu fais toujours au moins une IPU plus C'est lourde ça, avant de travailler tes c'est ça, muscle-up. exactement. Comme ça, Ok. cet effet-là. Ouais, mais enfin, je pense que pour tout le monde, on le ressent. C'est vraiment un mouvement où quand on passe à enfin, quand on réduit la charge, qu'on se déleste, on se sent voler et c'est très agréable. Ouais. Enfin, disons qu'on peut mettre plus d'intention sur les placements et la technique, vu que le tirage, il coule un peu de source. Et ça fait écho à pas mal de notions qu'on a évoquées dans les épisodes précédents sur l'échauffement. En vrai, sur les mouvements de force, ou les mouvements très techniques comme ça, c'est intéressant de faire un format top set back-off, un peu un format top set back-off. Et toi, je me souviens, à une période, je programmais beaucoup ça, je sais pas si c'est encore le cas, mais le format top set back-off sur le muscle-up, ça s'y prête bien aussi, on peut vous le recommander. Ouais. Les gars, est-ce que vous avez des choses à ajouter sur le muscle-up? Je pense qu'on a passé en revue énormément de conseils. C'est ça. Non, franchement, on a bien dit les choses. Après, le MU, c'est un mouvement hyper long à avoir. Faut être vraiment patient. Ouais. Travailler, soyez patient. Et puis, si vous appliquez un peu tout ce qu'on a dit, bah. Ouais, en vrai, je pense qu'on a quand même donné énormément d'informations. Ouais. Je réfléchis, mais on a essayé d'être le plus exhaustif possible dans les informations qui peuvent graviter autour du muscle-up. Après, c'est bien d'écouter du contenu ou de se renseigner, mais la clé, des fois, c'est de faire appel à un coach et du coup de discuter, de pratiquer directement avec quelqu'un qui peut vous donner un feedback au fur et à mesure que vous pratiquez. Donc, en vrai, si jamais vous êtes dans le coin et que vous voulez qu'on fasse des sessions muscle-up ensemble, ça pourrait faire kiffer de regrouper du monde juste pour voir comment on peut vous aider à passer ce mouvement-là. Pour rebondir sur ce que tu dis, Victor, moi j'allais dire acceptez de vous délester énormément. Ouais. On s'en fout en vrai. Franchement, on s'en fout. Enfin, ça pique quand il y a des gens qui disent. Enfin, le seul truc qui fait chier, c'est quand on est à la salle et qu'il y a des gens qui nous voient faire des muscle-up avec des élastiques et ils disent je vais l'échauffer un peu. Je vais prouver que moi je suis chaud. Et ils se calent sur la barre d'en face et ils font des muscle-up kippés chicken wings, enfin, truc dégueulasse. Etc. Ouais, c'est ça. Ou des muscle-up crossfit. C'est vraiment des mouvements qui n'ont rien à voir. On crache pas sur ça non plus. Mais accepter qu'il y a des gens qui vont être chiants. Enfin, vraiment. De toute façon, à la salle, il y a toujours des mecs qui font chier pour rien. Délestez-vous, acceptez les remarques. C'est une route qui est longue, qui est longue pour tout le monde. Mais trouvez un moyen de prendre du plaisir à entraîner ça et vous êtes sûr d'y arriver. Enfin, franchement, je vois pas comment on peut ne pas y arriver. Non. Peu importe le temps que ça prendra, vous pourrez y arriver. Surtout si vous êtes passionné à ce moment par ce mouvement-là, ou enfin, en tout cas intéressé à ce moment, et que vous écoutez ou regardez un maximum de contenu sur ça, faites-vous kiffer et délestez-vous au maximum comme ça. Vous faites le mouvement, même si c'est pas avide. Vous le faites proprement, vous standardisez un petit peu, vous prenez pas de risque de vous faire de blessures, parce que ça en vrai on le met pas assez en avant, mais les blessures c'est trop chiant, donc évitez ça le plus possible. Et puis voilà les gars, je pense... Et filmez-vous aussi, parce que je pense que c'est l'un des mouvements où c'est vraiment très important de se filmer. Et quel angle tu recommandes toi pour se filmer?
Moi, j'aime bien de profil, mais pas trop, genre un petit peu vers l'arrière, mais quand même de profil, de sorte à voir aussi la dynamique de vitesse, le positionnement du corps par rapport à la barre. Et la phase transitoire, ça permet. Et je pense à l'avant, ça peut être bien aussi parfois, mais c'est plus compliqué à identifier. Parce que moi, justement, pour un retour critique de la technique, c'est compliqué d'observer un muscle-up seulement de l'avant. Ouais, c'est compliqué. Parce que quand on regarde Aubin qui filme beaucoup de l'avant, je trouve qu'on voit pas grand-chose. Ouais, on voit pas grand-chose. Moi, j'aime bien totalement de profil pour voir un peu le balancier et comment les hanches se cassent. Ou 3/4 dos, avec peut-être un point de vue un peu plus large, pour voir la hauteur du tirage et aussi le timing sur la transition. Et filmez-vous. Très bon conseil aussi. Comme ça, vous partagez, vous faites des retours entre chaque série, ça peut beaucoup aider. Les gars, merci beaucoup en vrai d'avoir fait cette petite reprise. On espère que cette mise à jour sur le muscle up vous a plu. Je pense que chaque saison on va en faire une parce que le mouvement il y a vraiment beaucoup de choses à dire et nous on progresse en même temps que vous. Vous êtes même sûrement déjà devant nous et tant mieux pour vous, bravo à vous, mais on va vous attraper. Nous on taffe ça comme il faut. Mais on espère que cette mise à jour vous a plu. Et si jamais vous avez encore des questions sur le muscle up, n'hésitez pas à aller directement sur nos comptes Insta perso. On les rappellera en description et sinon sur le compte Insta du podcast aussi. Nous, ça nous fera plaisir de vous aider et puis de voir aussi que vous êtes intéressé par le contenu qu'on vous produit. Merci encore à l'équipe d'MVT de s'être rendu disponible pour cet épisode. Moi, je trouve par contre ce qui serait bien, ce serait peut-être d'intégrer un peu le VBT sur ces mouvements-là. Non, mais en vrai. Excusez-moi, je suis en train de dire au revoir et puis lui, il capte. Non, mais j'ai déjà dû penser. Non, mais ça, c'est un outil. Parlé. Ouais, on en avait déjà parlé. Et ça. Dès qu'on a un local et qu'on a un cadre pour s'entraîner avec nos outils, etc., c'est un outil dans lequel on investira. Parce que même un capteur de trajectoire, ça peut être intéressant, mais il y a beaucoup de variations de vitesse. Et moi, justement, du coup, je rebondis sur ça, désolé, c'est chiant, mais quand je me rapproche de l'échec sur une série longue, je sens que je tire plus longtemps. Même que je tire jusqu'à ce que je me fasse un peu mal au poignet parce que je sens que j'ai pas la hauteur pour passer les coudes et du coup je repose beaucoup plus sur mon tirage. Donc c'est vrai que c'est intéressant de mesurer ça, d'avoir des données peut-être un peu plus quantitatives sur ça avec le VBT. Après à voir si c'est juste un capteur de vitesse ou si on introduit aussi un capteur peut-être de trajectoire. Mais c'est vrai que c'est un outil qui est intéressant. Après on dit ça parce que Trésor, il y pense maintenant, mais si vous avez un VBT pour vous entraîner le muscle up à Basic Fit, les gars, vous êtes très très chaud. Et limite, contactez-nous, comme ça on bosse avec vous un peu, on vient, on teste aussi, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de bosser avec cet outil-là. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. Mais la limite de cet outil-là, c'est que c'est un outil qui demande une deuxième personne. Pour moi, quand on utilise un outil comme ça, il faut un coach en plus. Sinon, on passe sa séance à traquer des données ou à évaluer des trucs et on est moins concentré sur l'intensité et l'intention de la séance. Et puis la limite aussi, c'est que on mesure que la vitesse gestuelle. Donc on prend pas en compte forcément tous les facteurs techniques et la trajectoire. Donc ça peut biaiser un petit peu. Après, si le mouvement est standardisé, ça peut être intéressant, mais je pense que lorsqu'on est débutant, un VBT, ça sert à rien. Ouais, c'est pour ça que ça demande une deuxième personne, ou en tout cas une grosse capacité à prendre du recul. C'est que si on s'accroche seulement à ça, des fois, au profit d'une plus grande vitesse, on arrive à dénaturer la technique, effectivement. Ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe aussi sur l'haltéro, quoi. Peut-être sur les mouvements de force, c'est un peu plus compliqué de dénaturer la technique. En général, quand on a les standards et qu'on se place bien, on arrive à mettre la vitesse. Mais haltéro, muscle-up, c'est des mouvements où, juste pour une donnée comme ça, on peut changer notre manière de faire et c'est pas idéal. Ouais. Bon, Trésor, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou... On peut se barrer. Non, en vrai, les gars, c'est un plaisir d'échanger sur ça. Enfin, nous échanger sur ça, mais aussi de vous partager nos réflexions. Donc, si jamais vous avez d'autres idées ou des suggestions, de sujets ou des remarques sur le muscle up, ou même que vous voulez contredire certains trucs qu'on aurait pu dire, n'hésitez pas. Nous, on veut un maximum d'interaction sur ce podcast et c'est pour ça qu'on crée du contenu comme ça. Merci encore à MVT d'être venu pour ce podcast. On espère que beaucoup d'autres projets vont se concrétiser cette année. Et d'ailleurs, bonne rentrée à vous, parce qu'on est un peu en début d'année. Donc, si vous faites des études ou vous relancez une nouvelle année d'activité,
bonne année, bonne rentrée à vous. Bon courage dans vos projets. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode ou plein d'autres contenus. Salut les gars. Salut.